Bon, l'AES et la CEDEAO, je pense que d'abord, tantôt j'avais parlé ici de souveraineté qui, à mon avis, si elle est effective, doit permettre à nos différents peuples, à nos différentes populations, nos différentes nations dans la sous-région comme partout en Afrique, d'empêcher à d'autres de venir nous imposer leur façon de voir. Ils sont des hommes comme nous. Nous savons pourquoi la colonisation est arrivée. Nous savons pourquoi les gens sont venus à la quête d'autres terres. Nous savons pourquoi ça continue. Il n'y a que deux choses. Il faut avoir les ressources dont on a besoin pour fabriquer les produits qui sont nécessaires pour leur vie et pour leur développement. Et il faut avoir des marchés dans lesquels il faut écouler ces produits-là. Ça, on le sait, c'est ça la réalité du monde. Donc la CEDEAO, elle a été créée pour des causes nobles. Mais au fil des années, de 75 à nos jours, on a vu des mutations au sein de la CEDEAO qui ont fini par nous faire comprendre que la CEDEAO était plutôt devenue un outil de travail. Un outil de travail. Parce que qu'est-ce qui se passe? On fait tout pour que des hommes qui sont d'accord avec vous soient au pouvoir et ceux-ci vont être au premier rang de la CEDEAO. Et la CEDEAO est devenue donc un outil qui permet à ceux-là qui veulent continuer à nous gouverner, sans le dire, de façon officielle, d'utiliser cet instrument, cette CEDEAO, et nous imposer leur façon de voir la chose, leur façon d'exploiter nos ressources, leur façon de nous diriger, leur façon de nous empêcher de réfléchir sur l'avenir de nos pays, sur l'avenir de nos enfants, sur l'avenir de nos nations. Et ça ne peut pas continuer. Donc la CEDEAO a fini par être une CEDEAO qui défend plutôt les causes des hommes qui accepteraient de faire appliquer la politique d'autres individus. Je vais vous dire ici, ce n'est pas parce que je parle sur Sputnik. Vous savez qu'aujourd'hui, nos populations sont en train de comprendre de plus en plus qu'avec les Russes, on peut mieux avancer. Parce que pourquoi? Je ne dis pas que les Russes n'ont pas d'intérêt. Tous les États ont des intérêts qu'ils défendent et qu'ils ne défendent d'ailleurs que leurs intérêts. Mais les Russes le font de façon beaucoup plus souple et plus humaine. De façon beaucoup plus civilisée, à mon avis. Parce que je ne veux pas parler de nom, mais vous savez quand même que ce pays qui nous a colonisés, tout le monde sait comment ils se parlent. Quand leur président prend la parole pour dire je vais appeler tel président, pour lui dire qu'à partir d'eux, il faut faire ceci ou cela. Mais ça devient quoi? Il n'est pas un homme à 3 bras et que nous soyons des hommes à 1 bras et demi. Nous sommes des hommes comme lui. Nous réfléchissons comme eux. Nous avons fait les mêmes écoles qu'eux. On les a battus dans les classes dans lesquelles eux-mêmes nous enseignaient ensemble. Et pourquoi on va continuer à accepter qu'on nous impose ceci ou cela? Et la CEDEAO était finalement devenue une CEDEAO qui est un outil de travail de ceux-ci et une CEDEAO qui défend les intérêts des seuls chefs qui dirigent les différents pays, au lieu d'être désormais cette CEDEAO des peuples qu'on a voulu. Alors, vous voyez qu'aujourd'hui, c'est seulement des responsables qui défendent certaines causes. Mais est-ce que vous voyez les populations sortir dire la même chose? Quand les populations sortent, les populations disent « Nous sommes d'accord avec Assimi Goïta, nous sommes d'accord avec Ibrahim Traoré, nous sommes d'accord avec le président Tchani. » Pourquoi? Ce n'est pas parce que le président Tchani est africain et que d'autres ne le sont pas, mais c'est parce que le président Tchani ou bien le président Assimi Goïta ont compris qu'on doit avoir une organisation sous-régionale, mais une organisation sous-régionale pour les peuples, qui doit être au service des peuples et qui doit permettre aux peuples de mieux s'intégrer. Parce que nous sommes déjà naturellement, historiquement intégrés. Moi, je vais vous dire, j'ai beaucoup voyagé. Vous partez par exemple à Gao, vous arrivez dans certains villages, vous avez l'impression que vous êtes au Niger. Vous partez vers la Mauritanie, vous arrivez à certains villages, vous avez l'impression que vous êtes en Mauritanie. Souvent, des mariages se font entre le Burkina et le Mali, et le marié est au Burkina, la mariée est au Mali, et la semaine de noces se passe au Mali. Pour eux, villageois, pour eux, population, il n'y a même pas de différence entre ces différents villages. Il n'y a aucune différence entre nos cultures. Alors, c'est une seule communauté. Pourquoi la CEDEAO ne tiendrait pas compte de cela? Une autre chose que j'avais dite, quand il était question que la CEDEAO aille frapper le Niger, parce qu'il y avait eu ce bruit-là entre Bazoum et l'actuel pouvoir. La CEDEAO devait aller frapper le Niger, parce que des hommes d'ailleurs ont demandé, allez-y, même s'il faut retirer Bazoum de prison par la force. Moi j'ai dit non, si on peut libérer Bazoum à partir de dialogue entre eux Nigériens, et qui s'entendent et que les Nigériens sont d'accord, comment ça se passe? Mais qu'on respecte l'opinion des Nigériens, qu'on respecte l'opinion des Maliens. On ne peut pas nous imposer le vouloir de qui que ce soit à travers des pays frères à nous.
Et ça, c'est dangereux. Et c'est vrai, on ne peut pas nous attaquer aujourd'hui sans utiliser nos voisins. Nos voisins, c'est qui? C'est les autres pays de la CEDEAO. Alors la CEDEAO, je pense qu'on ne s'entend pas parce que leur façon désormais de gérer, l'outil qu'elle représente ne convient pas à la souveraineté et même à la démocratie dont les autres parlent, et dont nous aussi on parle. Donc il vaudrait mieux que cette tension, elle existe, hein, ça, qu'on le veuille ou pas. Cette tension qui existe, il faut trouver les voies et moyens dans notre intérêt et dans l'intérêt des générations à venir, dans l'intérêt de l'Afrique. Parce qu'aujourd'hui, le monde est en pleine mutation. Si l'Afrique ne trouve pas le moyen de se rassembler, et en considérant ses valeurs, en considérant cette intégration africaine qui a existé depuis les matins des temps, si on ne considère pas cela et qu'on se retrouve, on va encore se retrouver derrière les autres continents. Ce qui n'est pas le souhait des vrais Africains, des vrais panafricanistes. Donc je pense que ça ne va pas très fort, mais rien ne nous empêche que ça aille. Et la réconciliation en Afrique, c'est la chose la plus facile. Oui, mais vous avez vu la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, mais est-ce que l'Afrique a déjà fait une guerre de ce genre-là? On est venu nous chercher pour aller défendre des gens. Mais l'Afrique n'a jamais fait une guerre de ce genre-là parce qu'on a toujours trouvé en nous les moyens et les ressources nécessaires pour parler et nous entendre sur la base de nos valeurs. Donc entre CEDEAO et AES, je crois que c'est vrai que ce n'est pas en rose en ce moment, mais rien ne nous empêche d'être en rose. La preuve, c'est que nous travaillons avec les Ivoiriens, nous travaillons avec des Burkinabés, nous travaillons avec des Ghanéens, nous travaillons avec des Sénégalais. Nous sommes ensemble, on collabore, nous utilisons les ports de certains pays. Eux aussi, ils sont avec nous. Dans tous les cas, souvent vous avez un produit que vous êtes obligé de mettre sur le marché. Et il y a des clients incontournables. Donc les réalités économiques, les réalités historiques, les réalités sociales et même les réalités stratégiques font que nous sommes obligés, pas qu'il faut, hein, mais nous sommes obligés de nous entendre. Bon, le cours de l'histoire va nous dire le reste. Le temps est le meilleur juge et je crois que nous allons finir par nous donner la main parce que nous sommes obligés de rester frères. Nous l'avons toujours été et nous le serons toujours. Donc je pense que ce qu'on voit aujourd'hui comme bruit, comme tous ces croissements de machins, et je pense que tout cela, ça va passer. Les trois pays qui se sont donné la main, moi je crois profondément que d'autres pays s'y s'ajouteront et je pense qu'un jour on va tous se retrouver dans un autre cadre et dans un cadre où on va tous se respecter même si chacun restera lui-même. Il n'y a pas de problème. Alors à la base CEDEAO des peuples, avec les reculs, est-ce qu'on peut dire que cette CEDEAO est encore crédible aux yeux de ces peuples-là, les peuples qui la composent? Moi ça n'engage que moi, hein. Ce que je vais dire tout de suite n'engage que moi, personne. Moi je pense qu'aujourd'hui les peuples des différents pays qui constituent la CEDEAO ne sont pas en parfaite harmonie avec ceux-là qui dirigent l'institution. Elle ne répond pas aux aspirations Non, du tout. Parce que les peuples ne sont pas à l'aise. Quand les peuples ne sont pas là à l'aise, vous voyez tout de suite que vous partez en Côte d'Ivoire. Vous voyez des gens qui, tous les jours, je les vois sur les réseaux, sur les chaînes de télévision, des gens qui saluent les positions politiques et stratégiques du Mali. Et pourtant, la Côte d'Ivoire est encore à la CEDEAO. Je vois au Ghana la même chose. Je vois au Sénégal la même chose. Des gens qui saluent les positions des trois présidents qui aujourd'hui sont à la tête de l'AES. Et je vois également plein de gens qui aujourd'hui sont d'accord avec la position de la Russie. La Russie, quand même, c'est une puissance mondiale. Elle est la deuxième ou la troisième. La Russie et la Chine, aujourd'hui, on ne peut pas les contourner. Alors, les peuples comprennent. Les gens pensent que les peuples sont comme des moutons. Ils ne le sont pas. Les peuples sont des hommes qui réfléchissent. Réfléchir ne veut pas dire aller à l'école. Réfléchir ne veut pas dire être homme politique. Mais chaque homme connaît ses intérêts, il sait vers où les trouver. Et donc les peuples de la sous-région aujourd'hui, si je m'en tiens à mes propres analyses, à mes constats, ne sont pas tout à fait d'accord avec toutes les décisions et les règlements de la CEDEAO. Et je crois que la CEDEAO finira par comprendre, ramollir ses différentes positions et essayer et faire en sorte que tous les frères de la sous-région se retrouvent. Et je pense qu'il y a des bruits dans les coulisses en ce moment qui pourraient un jour nous conduire à cela. Je le souhaite de tout cœur que toute l'Afrique se retrouve encore plus, ma sous-région à moi, qui se trouve être l'Afrique de l'Ouest. Donc je le souhaite, les croisements que je sens ne sont pas toujours négatifs. Ils finiront par porter fruit. Et pour que ça puisse porter fruit et que les tensions se ramollissent, pour que la situation soit balisée, quel doit être le rôle de l'Union africaine? L'Union africaine devrait d'abord, la première des choses, il faut que l'Union africaine comprenne qu'elle doit jouer un rôle, son rôle doit être important dans l'équilibre entre les États qui constituent l'Afrique.
les nations qui constituent l'Afrique. L'Union africaine, c'est vrai qu'elle a ses dispositions qu'elle veut respecter, mais il y a des moments où il faut tenir compte des opinions nationales des différents pays. Donc pour apporter cet équilibre-là, il faut qu'à chaque fois que ça ne va pas au sein d'une région ou d'une sous-région, il faudrait que l'Union africaine comprenne que son rôle, c'est de prendre son bâton de pèlerin et aller parler. Et on a dit, l'Afrique c'est une grande famille. Donc l'Union africaine, c'est quoi? C'est seulement le petit étage à la tête de la famille. Donc il faudrait que l'Union africaine accepte son rôle qui reste à être sa mission, qui reste une mission de conscientisation des peuples d'Afrique. D'abord qu'ils comprennent que ce n'est pas au moment où d'autres continents sont en train de se transformer en un pays que nous, on doit se disperser. Ça, c'est le premier rôle. Vous savez très bien que les États-Unis d'Afrique ne sont pas nés du néant. On sait comment c'est arrivé. L'Union européenne est en train d'emboîter le pas, on sait pourquoi. Et l'Union européenne finira par un jour être comme les États-Unis d'Afrique. Mais pourquoi l'Union africaine n'emboîte pas le pas de ces gens-là? Sinon, que l'Union africaine d'ailleurs a des chances qu'eux n'ont pas. Parce que nous, il fut un moment, nous étions un seul pays. C'est quelqu'un qui est venu diviser et faire des cartes là. C'est quelqu'un qui est divisé et faire des cartes là. Et ils en ont profité pour nous amener, nous faire tuer nos ancêtres pour défendre eux leur indépendance. Alors donc l'Union africaine doit comprendre que son travail premier doit être la réunification de l'Afrique. La réunification des peuples d'Afrique. Il ne faudrait pas qu'ils comprennent que les 50 et quelques chefs d'État qui s'entendent et s'applaudissent à Addis Abeba ou ailleurs, ça suffit pour dire que l'Afrique est retrouvée et que l'Afrique est réunie. Non. Il faut travailler de façon à ce que les peuples se retrouvent comme ils l'étaient. Et je pense que cet équilibre est possible. Et ils doivent donc travailler à équilibrer les relations entre les différentes régions, les différents pays, les différents peuples d'Afrique. Et une fois que cet équilibre est réussi, il n'y a pas de doute que le rassemblement permettra à l'Afrique de retrouver toute sa force et toute sa splendeur. Donc l'Union africaine, à mon avis, doit jouer le rôle d'arbitre neutre. Je dois jouer le rôle d'arbitre correct, le rôle d'arbitre objectif. Voilà ce que je pense de l'Union africaine.